Au sommaire de cette édition, le ministre des Affaires étrangères a fait le point sur les engagements des forces extérieures pour mettre fin à l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Quelques avancées ont été enregistrées, vous le suivrez dans ce journal. Et puis, Bassirou Diomaye Diakar Faye, le nouveau président sénégalais élu à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, il s'est engagé à gouverner avec humilité dans la transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles dans son pays. C'était là les titres de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est depuis décembre 2023 que la force de l'EAC a quitté le sol congolais, arrivé fin mandat avec une action sur terrain jugée mitigée par le gouvernement de Kinshasa qui voulait un mandat offensif selon le statut de cette force. Au même mois, cette force a été remplacée par celle de la SADC, SAMI RDC, alors quelle est la ligne de démarcation entre les deux forces 3 mois après que les militaires de l'Afrique australe sont au pays pendant que les M23 et le Rwanda en soutien continuent de sévir? La réponse, vous l'aurez avec le VPM Lutundula dans ce récit. La RDC a connu sur son sol 2 forces internationales en plus de la MONUSCO pour résoudre la question de l'insécurité dans sa partie Est après la résurgence du M23 en 2021. Il s'agit de la force de l'EAC et celle de la SADC. Si la force de l'Afrique de l'Est a été jugée inefficace par rapport à l'application de son mandat, les autorités de Kinshasa pensent le contraire pour la force de l'Afrique australe. Christophe Lutundula est revenu sur la question devant la presse ce lundi. SAMI est en phase de déploiement. Il faut le reconnaître. Mais les informations que nous avons, la SAMI se met en soutien de la RDC, sont mises à contribution. Et dans les jours à venir, lisez le communiqué. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas comme ceux qui sont arrivés ici, l'EAC, excusez, monsieur le ministre, parce qu'il a parlé de l'EAC, qui commence dès le début, on vous dit, dès qu'on atterrit à Goma, les gens ne sont pas venus nous battre. SAMI, l'EAC, ne fait pas cet exercice-là. À la même occasion, le patron de la diplomatie congolaise a noté quelques avancées diplomatiques enregistrées par la RDC dans cette question de l'Est. Nous avons réussi à faire basculer l'opinion de ceux qui pensaient que tout ce qu'Kigali racontait était des paroles d'évangile. Avant nous, connaissez-vous un seul pays au monde qui a dit au président Kagame, retirez vos forces de la RDC. Cessez de soutenir l'M23. Vous êtes des médias? Dites-moi. Il faut dire que le déploiement de cette force de la SADC n'a pas été du goût du régime de Kigali qui a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et l'organe de paix et de sécurité de l'Union africaine pour désapprouver ce déploiement. Il n'a pas obtenu gain de cause car la région africaine en a décidé autrement en soutenant la présence de la SAMI RDC au Congo-Kinshasa. Les Téké et Yaka ont fumé le calumet de la paix sous les bons offices du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi. Les représentants des deux communautés qui se battent depuis près de 2 ans dans une partie du Grand Bandundu ont signé un acte d'engagement à l'issue d'un forum de la paix organisé à Kinshasa pour la cessation des hostilités. Je vous propose de suivre à ce propos le vice-premier ministre Peter Kazadi qui résume les 3 jours des travaux. Nous avons tenu des réunions avec nos frères des deux communautés Téké et Yaka sur recommandation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'adopter 2 documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les 2 parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamut, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix publique a été troublée. Et vous l'avez constaté, c'est avec
à l'unanimité que toutes ces décisions ont été prises. Ça, ce n'est qu'une partie, mais l'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation et les partis procéderont à la signature solennelle devant les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Détention irrégulière des prisonniers à la prison centrale de Makala sans un procès. Plusieurs voix se lèvent pour condamner cette pratique. Maître Alphonse Toumba, juriste de son État, évoque le dysfonctionnement de l'organe de la loi qui devrait pour lui de temps en temps faire des inspections dans des prisons. Il est joint au téléphone par Patience Lokeke. Ça, c'est un dysfonctionnement de notre justice. En principe, ceux qui envoient des gens à la prison, ce sont de magistrats. Normalement, il y a l'inspection judiciaire qui existe, qui devrait chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre inspecter le cas de tous les détenus en prison. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Et vous verrez, il y a des gens qui sont en prison tout simplement parce qu'il a volé un téléphone, tout simplement parce qu'il a une dette qu'il n'a pas pu payer, et ainsi de suite. Or, la loi veut que pour que la personne soit détenue, il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. Mais ce n'est pas ce que nous vivons, et nous les décrions, et même le président de la République n'a cessé de marteler sur le pouvoir judiciaire. Alors, il faut que le magistrat puisse aider la justice du pays pour qu'elle se relève dans notre pays. Mais en matière pénale, malheureusement jusqu'ici, notre loi ne prévoit pas que lorsque quelqu'un se trouve en détention depuis plusieurs années, après le procès, il est établi qu'il n'a pas été coupable. Malheureusement, notre loi ne prévoit pas. Mais c'est quand même une question pertinente pour laquelle le législateur devrait s'imprégner de la question pour effectivement décourager les mauvaises attitudes de magistrats. Parlons des métiers à Kinshasa. La fabrication des blocs en ciment, communément appelé briques vibrées, est un métier important dans la création d'emplois et des richesses pour les jeunes. Pour le gérant Alphonse Soumonga, un financement de l'État congolais est important en vue du développement de leur gagne-pain. Un reportage signé Francine Moukeba, Giscard Tamba et Patience Lokeke. La fabrication de briques prend une proportion importante dans la commune de Lemba, dans plusieurs coins de quartier de cette municipalité et à travers la ville-province de Kinshasa. Il est observé de briqueterie où le jeune s'adonne à la fabrication de blocs pour la construction de différents ouvrages de génie civil. Pour Alphonse Monga, ça fait déjà 23 ans depuis qu'il pratique ce métier. Bon, ça fait déjà depuis 2001, ça va nous faire 23 ans. C'est vraiment très bénéfique parce que je suis marié. Par ce travail, j'ai des enfants. Par ce travail, par la grâce de Dieu, j'ai des parcelles par ce travail. Parce que nous sommes en plein air. Quand il y a la pluie, bon, on met ses mains on fait couvrir par les chasseurs. Il a fait observer que sa briqueterie produit par jour environ 15 sacs de ciment de bonne qualité et durable pour la construction de bâtisses en matériaux durables. Bon, par jour, à peu près 15 sacs. Par sac, bon, selon notre formation, on met toujours 3 brouettes et demie pour produire 35 briques, bien 32 briques. Là, c'est des briques solides vraiment. Voilà. Une pièce, c'est à $1. Briques vibrées, $1. Les autres briques, il y a des briques de 2000 francs, donc des 0,8. Il y a des briques de 0,7. Ça dépendra il y a des briques de briques pleins. Un brique plein, c'est 1,8.
Voilà. 1.8 bloc de 20. Bloc de 15 plaines, c'est à 1.5. Prix de vente et la commande, c'est la même chose. On ne peut pas exagérer les prix. Si tu exagères les prix, les gens vont fuir. Donc ce n'est pas mauvais. Nous avons besoin, toutes les sociétés, les compagnies fonctionnent toujours par l'aide. Nous aussi, nous avons besoin de l'aide pour le développement de notre pays. Il a également demandé aux autorités de les accompagner avec un financement pour promouvoir ce métier qui est important pour le développement du pays. En sport, les athlètes congolais ayant participé aux 13e Jeux africains Accra 2024 sont revenus à Kinshasa ce lundi 25 mars 2024, mécontents de n'avoir pas touché leur prime comme promis. Les Léopards ont manifesté devant le stade de Martyrs, barricadant notamment le boulevard Sendoué au stade Tata Raphaël. Blaise Kouzola. Les athlètes congolais qui ont pris part aux 13e Jeux africains ont manifesté ce lundi 25 mars leur colère pour dénoncer notamment le retard dans le paiement de leurs primes ainsi que le frais de casse-croûte et des transports leur a promis à leur atterrissage par les autorités. Pour manifester leur colère, ces athlètes ont brûlé de pneus à l'entrée du stade Tata Raphaël sur le boulevard Lumumba. Selon eux, le ministre leur avait promis de recevoir leur prime de la participation et d'encouragement de leur retour à Kinshasa, chose qui ne s'est pas fait. Peu après, Amos Mbayo est venu éteindre le feu au stade Tata Raphaël et a apaisé des athlètes. Le président du comité olympique congolais a payé le $20 réclamé et a expliqué aux manifestants le bien fondé de la bancarisation, assurant que leurs frais de mission seront incessamment payés via leurs comptes bancaires respectifs. La délégation congolaise a terminé ses 13e Jeux africains avec 18 médailles, notamment 2 en or, 7 en argent et 9 en bronze. Une grande moisson pour la participation des Congolais à ces Jeux et qui fait mieux que lors de la dernière édition à Rabat au Maroc où le pays avait raflé 11 médailles, dont 2 en argent et 9 en bronze. Prenons un vol en dehors de la République démocratique du Congo, place à la page internationale. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président élu lors de l'élection présidentielle du Sénégal du 24 mars 2024, a tenu son premier point de presse ce lundi 25 mars 2024, porté par la coalition Diomaye, président Bassirou Diomaye Faye, ancien inspecteur des impôts et domaine et secrétaire général du parti dissous PASTEF de Ousmane Sonko, salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré la tradition sénégalaise en les félicitant sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Le jeune président s'engage à gouverner avec humilité dans la transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles. Suivez ces propos recueillis par nos confrères d'Africa 24. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent.
Et puis, dans une étude intersectionnelle sur la participation des femmes au marché du travail marocain, le Haut Commissariat au plan HCP en sigle note que la probabilité d'inactivité des femmes au Maroc atteint un taux de 73%, bien plus élevé que celle des hommes, estimée à 7,5%. Toujours d'après cette étude, les jeunes souffrent de la persistance d'un niveau élevé de chômage. Et toujours avec Africa 24. Selon une étude du Haut Commissariat au plan du Royaume marocain, la probabilité d'inactivité des femmes sur le marché du travail au Maroc est de 73%. Cette disparité serait plus marquée chez les femmes mariées et les jeunes femmes de 25 à 34 ans. L'étude met à cet effet en évidence l'impact significatif du contexte géographique et socio-économique sur la participation des femmes au marché du travail. La raison est simple, c'est que beaucoup de femmes marocaines ne sont pas instruites et habitent dans des endroits très éloignés. Les femmes se marient d'une manière précoce aussi au Maroc, comme dans beaucoup de pays africains. Et une fois mariées, elles ne cherchent plus à travailler, elles s'occupent du foyer. Et puis, les conditions sont difficiles pour elles. Avec un effectif de 11,2 millions de personnes, les femmes en dehors du marché du travail représentent 80,2% de la population féminine en âge de travailler, 81,7% en milieu urbain et 77,2% en milieu rural. Selon le HCP, parmi les 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, 15,4% exercent un emploi, 7,4% en sont à la recherche, pendant que 77,2% sont en dehors du marché du travail. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au Maroc. On le sait. Donc il faudra une politique dynamique pour aider les femmes marocaines en leur octroyant des prêts et puis que le gouvernement fasse une politique justement à l'endroit des femmes. Parce qu'une fois justement ce potentiel libéré, on verra que le dynamisme de l'économie marocaine va s'en ressentir, va être encore plus forte. Parce que les femmes marocaines, comme le reste des femmes africaines, sont des femmes qui veulent travailler, qui sont dynamiques, mais qui n'ont pas de soutien de leur gouvernement respectif. Quant aux hommes, leur probabilité d'inactivité ne diminue que de 1,7%. Il existe plusieurs facteurs socioculturels qui limitent la participation des femmes à l'éducation et au marché du travail, notamment des normes traditionnelles ainsi que des obstacles juridiques ou économiques. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons faire la lecture des différents journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Bienvenue à cette revue de presse sur Géopolis Télévision. Ouvrons la lecture des journaux parus ce 26 mars 2024 par Info 27 qui a mis sur sa une opinion partagée entre Tshisekedi et Salva Kiir, crise sécuritaire dans l'Est, les processus de Luanda et de Nairobi incontournables. À lire le journal, les accords de Luanda et de Nairobi sur la paix en République démocratique du Congo et dans la région doivent être appliqués à la lettre. C'est autant dire que l'arrêt des hostilités, le dépôt des armes par les groupes armés, le retrait de M23 des zones occupées ne sont pas à ce jour une demande, plutôt une contrainte. À cette perception partagée par l'ensemble des acteurs de la sous-région, tout comme de l'Union africaine et de l'ONU, fonde naturellement l'opinion des présidents congolais et sud-soudanais. Le journal Le Phare revient sur cette question de l'Est en titrant « La RDC conditionne tout dialogue avec le Rwanda par le retrait de ses troupes du sol congolais ». Encore le confrère, relayons les propos du VPM des Affaires étrangères Christophe Lutundula. La RDC n'est pas opposée à un dialogue avec le Rwanda. Ce serait d'ailleurs l'occasion pour que les dirigeants rwandais nous disent pourquoi leur armée se trouve sur notre territoire seulement avant toute rencontre avec le Rwanda dans le cadre d'un quelconque dialogue à amorcer, dit le VPM des Affaires étrangères. Deux préalables doivent être remplis: le retrait des troupes rwandaises actuellement sur le territoire national congolais et le retour de tous les déplacés congolais dans leur milieu de vivre. Autre dossier, prison centrale de Makala, des magistrats instruits de libérer des détenus sans dossier, a écrit le journal Forum des As. Toutes les personnes en détention sans dossier et qui se sont retrouvées en prison par hasard, nous allons les libérer. Si ce genre de situation existe, on va demander au parquet de les libérer. Il y a aussi des personnes avec des dossiers qui ont traîné et ont délibéré avec des remises interminables. Commencez à vérifier qui a fait combien de temps en prison, a déclaré Léon Domba Kabea, premier président de la Cour de cassation aux magistrats. Ceci fait suite, rebondit actualité.cd sur ce dossier, à la dénonciation des conditions carcérales dans cette prison par le journaliste Stanibou Jakera qui y a vécu plus de 6 mois. Forum des As revient dans cette
cette revue de presse avec la situation des conseillers communaux, décentralisation et réforme institutionnelle à peine installés, les conseillers municipaux de la commune de Ngaliema sans bureau, a titré le journal. Selon les confrères de la 11e rue, dans la commune de Ngaliema, 15 conseillers ont été proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont ainsi appelés à siéger dans cet organe délibérant de la commune. Mais le problème de siège se pose avec acuité. Par contre, écrit le journal, d'aucuns s'interrogent si la commune de Ngaliema souffre d'un problème d'infrastructure, quel serait le sort des autres communes, lit-on dans le journal. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce journal, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Le ministre des Affaires étrangères a fait le point sur les engagements des forces extérieures pour mettre fin à l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Quelques avancées ont été enregistrées, vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis Bassirou Diomaye Diakar Faye, le nouveau président sénégalais, élu à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, il s'est engagé à gouverner avec humilité dans la transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles dans son pays. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.